Alors, on en est où? Michel, je te laisse la Oui, parole. Je vais éteindre mon d'accord, micro. Bonne d'accord, conférence à tous. On t'écoute avec attention. d'accord, merci. Donc, effectivement, Gabriel m'a un petit peu présenté. Je complète cette présentation en disant que j'habite en Russie, en Sibérie, depuis plus de 45 ans. Maintenant, j'ai décidé que je compterais tous les 5 ans parce que c'est pas commode de compter une fois tous les ans. Donc, ça fait plus de 45 ans, mais moins de 50 ans que je suis en Russie. J'ai fait mes études supérieures en Union soviétique, j'ai fait ma première thèse en Union soviétique, ma deuxième thèse en Union soviétique, et puis bah voilà, je continue à enseigner à l'université, j'ai des thésards, des étudiants en master et un peu de collègues en France, mais pas trop parce que la thématique dont je m'occupe, sur laquelle je travaille le plupart du temps, les dictionnaires des associations verbales ou des associations évoquées par les mots, c'est pas ce qu'il y a de plus populaire en France. Et donc, j'ai un peu de mal à trouver des contacts avec des chercheurs français. Mais c'est pas grave. Donc, je vais aujourd'hui vous en parler surtout sur le point de vue des applications dans le domaine du français langue étrangère. Mais Gabriel, effectivement, l'a dit, ces dernières années, ces derniers temps surtout, cette année, je travaille beaucoup plus sur un autre domaine qui est la bande dessinée. Alors, c'est un petit peu moins dans le domaine de l'enseignement du français, mais c'est surtout sur les comparaisons entre la culture française et la culture russe et l'image de la Russie dans les bandes dessinées, c'est ce qui me passionne actuellement. Mais bon, les dictionnaires, c'est bien aussi. Donc, je vais faire passer mes diapos. Voilà, donc on va parler de trois choses. Donc, un petit peu les bases psycholinguistiques de ce que sont les dictionnaires évoqués par les mots. Et puis ensuite, on parlera de leurs applications en français, langue étrangère. Et je vais surveiller l'heure pour terminer exactement dans les temps pour laisser la parole à la personne suivante. Donc, les dictionnaires donc en russe, on les appelle des dictionnaires d'association, mais comme en français c'est assez équivoque, on est obligé en français de dire d'associations évoquées par les mots ou d'associations verbales. Ce sont des dictionnaires qui sont très répandus en Russie, qui sont basés sur les travaux de psycholinguistique des chercheurs russes dans les années 60, les travaux de Vygotsky en psychologie et la théorie de l'activité de Léontiev. Et ce sont des dictionnaires qui se basent sur le fait qu'il y a un lien entre le locuteur et sa culture, que ça forme une sorte de modèle du monde qui est vraiment fixé dans ces mots et que ça permet de montrer le dialogue entre le modèle individuel des associations d'une personne et le modèle global de toute la langue culture a priori. Donc ça, c'était des travaux de psycholinguistique et puis l'école de psycholinguistique de Moscou a vraiment développé des méthodes qui ont été là pour étudier la spécificité nationale et la communication langagière. Alors, les travaux sont des travaux tout à fait sérieux. Je ne vais pas du tout entrer dans le détail ici, mais je vous assure qu'il y a toute une grande littérature là-dessus, sur la communication, les actes de communication entre ce qu'en français on appelle généralement la langue culture. Avec des citations sur l'ethnopsycholinguistique, branche de la psycholinguistique, les opérations du langage. Tout ça, ce sont des choses théoriques sur lesquelles je ne vais pas me baser maintenant. Si vous avez des questions, je vous reviendrai volontiers là-dessus, mais disons que c'est pour vous donner l'idée que ce sont des travaux qui ont une base scientifique, tout ce qu'il y a de plus solide,
et qui sont développés en Russie depuis très longtemps. Alors, l'idée, c'est que les facteurs qui lient l'image de la langue et l'image du monde sont liés à la tradition culturelle, à la situation sociale, aux fonctions sociales de communication, sont liés donc à l'ethnopsycholinguistique et à la langue dans une communauté donnée, c'est-à-dire qu'on n'oublie surtout pas que à chaque fois, il s'agit d'un temps et d'un espace dans lequel cette langue va se développer. Alors, les dictionnaires, c'est là qu'on va commencer à s'arrêter. Les dictionnaires d'associations évoqués par les mots, c'est un des outils que cette école de psycholinguistique russe a proposé pour mettre en évidence justement les liens entre l'image du monde que chacun véhicule et puis l'image du monde qui est véhiculée par la langue en elle-même. Donc, il y a deux dictionnaires, on fabrique deux dictionnaires, le dictionnaire direct et le dictionnaire inverse, ou le dictionnaire indirect, mieux de dire le dictionnaire inverse. Le dictionnaire direct, c'est l'ensemble des mots qui ont été choisis comme stimuli et de toutes les réactions qui ont été données à ces mots. Et le dictionnaire inverse, ce sont les réactions et on essaye de voir quels stimuli ont donné les réactions, ces réactions-là. Et personnellement, moi, je considère que le dictionnaire inverse est beaucoup plus informatif sur la structure du langage et la structure du lexique d'une certaine langue parce que il nous montre vraiment comment est-ce que les mots sont liés entre eux, quels sont les mots les plus fréquents, les plus étroitement imbriqués les uns avec les autres, donne un système du lexique que l'on peut analyser par la suite. On va en reparler de toute façon. Donc, pour faire très simple, parce que jusqu'à présent, c'était de la théorie et je pense que la théorie ne nous intéresse pas trop en ce moment, pour faire simple, on va voir qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça se passe, comment on fait un dictionnaire des associations. Alors, bien sûr, on le fait par écrit, on le fait sur Internet, on le fait éventuellement les premières analyses, les premiers dictionnaires étaient faits sur papier avec des enquêtes qui étaient imprimées et les gens écrivaient leurs réponses. Mais le principe, c'est toujours le même. Je vous présente un mot qui sera le stimulus, dans notre cas, c'est le mot souris, et je vous demande de dire le premier mot qui vous vient à l'esprit en voyant ce stimuli. Alors, vous avez des gens qui vont répondre chat, vous avez des gens qui vont répondre grignoter, vous avez des gens qui vont répondre grise, et puis aussi Mickey, ordinateur, peur, etc., etc., etc. Et pour faire un dictionnaire, on réunit toutes ces associations, donc ces réponses. La réponse peut être sous forme d'une petite phrase, ça peut être une souris grise, ça peut être un dicton, ça peut être un peu n'importe quoi, c'est pas forcément un seul mot, mais il faut que ça soit une réaction, d'accord? Donc, si je dis une souris une souris verte qui courait dans l'herbe, c'est une seule réaction, mais si je dis chat, chien, ordinateur, grignoter, ce n'est pas une réaction, c'est plusieurs réactions. On garde la première réaction chaque fois, et puis on fait un article de dictionnaire dans lequel on va réunir toutes ces réactions, et on va voir qu'il y en a un certain nombre qui se répètent chez les personnes interrogées, puis il y en a d'autres qui sont individuelles. Alors, c'est une méthode qui, en fait, existe depuis très longtemps, puisque vous voyez ici, ça a été utilisé en psychologie, et même depuis le début du XXe siècle. Et c'est une méthode qui a été très largement utilisée par les psycholinguistes russes dans les années 60-70, et même maintenant, il y a des dictionnaires, des expériences qui sont poursuivies.
Donc ça, ce sont des livres en russe qui vous montrent que cela existe pour le russe depuis un bon bout de temps. Alors, un beau jour, on a eu un séminaire en russe dans mon université qui nous a présenté ces dictionnaires. J'ai trouvé ça absolument passionnant et j'ai décidé que, j'ai demandé aux personnes donc, qui étaient responsables de ce projet, je leur ai demandé, mais est-ce que ça existe en français? Et on m'a dit, ah ben non, ça n'existe pas du tout en français. Et t'as qu'à le faire. Alors, je me suis dit, oui, il n'y a pas de quoi, il y a pas de raison, je vais donc m'atteler à la tâche. Et donc, j'ai commencé à faire un projet de création de dictionnaire des associations de mots. Et depuis les années 2000, créé donc un premier dictionnaire qui s'appellerait donc les associations du français, le dictionnaire des associations du français, le premier, un petit dictionnaire sur les normes associatives de la francophonie, un deuxième dictionnaire qui a été fait dans les années en 2019-2021, et puis le grand dictionnaire à noter. Tout ça, je vais vous en parler maintenant de façon plus détaillée. Alors, je ne suis pas la seule à travailler sur les associations ou sur la structure du vocabulaire. Il y a par exemple Alain Polguer qui travaille sur la géométrie du lexique, l'organisation du lexique. On s'est rencontrés au Congrès mondial de linguistique française en 2016 et on s'est aperçu que dans une certaine mesure, les résultats que j'avais et les résultats qu'il avait, ça se recoupait et c'était intéressant de faire des parallélismes. Mais bon, il est dans sa bulle, moi je suis dans la mienne, on n'a pas vraiment travaillé ensemble. Il y a, alors là pour le coup, je connais très bien cette personne, il y a un chercheur à Montpellier, Mathieu Lafourcade, qui a commencé carrément à la même période que moi une expérience d'association lexicale qu'il appelle Jeu de mots, et vous pouvez aller sur son site et vous pouvez jouer à faire des associations de mots entre elles. Vous pouvez aussi avoir les résultats qu'il obtient et vérifier comment est-ce que les mots sont associés les uns les autres dans le lexique français. Alors, sa méthode n'est pas la même que la mienne, donc on n'a pas exactement les mêmes résultats parce que lui, c'est une méthode ludique, c'est un jeu, et le but du jeu, c'est de trouver des associations originales. Donc, alors que moi, j'ai quand même plutôt l'idée de trouver les associations les plus fréquentes. En fait, les associations les plus fréquentes, chez lui comme chez moi, sont les mêmes, parce que les gens ont beau vouloir faire quelque chose d'original, généralement, leurs associations ne sont pas très originales. Donc, on se retrouve toujours plus ou moins avec les mêmes résultats, au minimum dans la partie centrale du dictionnaire. Puis, donc ça, c'est le dictionnaire qu'il obtient en classant les résultats qu'il a réunis. Et enfin, il y a un dictionnaire qui s'appelle The Small World of Words, qui existe pour plusieurs langues et qui existe également en français, mais bon, en français, ils ont une assez petite base de données, donc c'est, comme vous voyez, développé dans un assez grand nombre de langues, mais les résultats en français ne sont pas très importants. Là aussi, nous sommes en contact, nous travaillons ensemble, mais pas très, très activement, malheureusement. Alors voilà, le premier dictionnaire que j'ai fait en 2008-2010, on a ramassé le vocabulaire, les enquêtes, on a envoyé on a ramassé la matière pour faire le dictionnaire. C'était une liste de 1000 mots. Alors, ça s'appelle des mots pleins, c'est-à-dire des mots qui ont une signification, pas des mots grammaticaux, pas des prépositions ou des adverbes de fonction ou d'intensité, donc des noms sémantiquement pleins, que nous avions pris d'une liste de fréquences parce que il n'y avait pas de dictionnaire de fréquences à l'époque et c'était pas commode d'ailleurs de ne pas avoir de liste de fréquences pour prendre en tant que stimuli les mots les plus fréquents de la langue.
Et puis, on avait aussi, disons, c'est une sorte d'épine dans le pied. J'adore le collègue avec qui nous avons travaillé. Malheureusement, il est décédé maintenant. Mais on avait dans l'idée qu'on allait comparer les résultats obtenus en France avec les résultats obtenus en Afrique. Et donc, pour ça, il avait demandé d'ajouter un certain nombre de mots qui étaient plus pertinents pour les, les personnes interviewées en Afrique. Et puis finalement, bah, l'expérience en Afrique n'a jamais été faite et ces 100 mots enfin, pour la base pour le dictionnaire africain, bah, finalement, ils nous gênent un petit peu. Là, on aurait envie de les retirer. Le public interviewé dans toutes les expériences, dans tous les pays où ces expériences sont faites, le public interviewé, c'est toujours des étudiants. Donc, on s'est adressé à des étudiants français, disons des étudiants en France. On ne peut pas demander aux gens leur passeport ou leur nationalité au sens ethnie. Donc, c'est des étudiants en France, des étudiants de langue maternelle française. Ils avaient chacun 100 mots à répondre. Et donc, on a attendu d'avoir 5500 personnes qui avaient répondu pour avoir le bon nombre de réponses, puisque selon le protocole instauré par les chercheurs russes, il faut au minimum 500 réponses par mot pour faire un dictionnaire correct. L'expérience s'est passée entre 2008 et 2009. Il y avait un certain nombre de questions préliminaires. On a eu des petits soucis avec ça, mais ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis, donc, on a mis langue maternelle et gardé les réponses uniquement de ceux qui indiquaient que leur langue maternelle était le français, parce que ce n'est pas les mêmes réactions si ce n'est pas votre langue maternelle. Ensuite, la deuxième expérience qu'on a faite, c'était une expérience avec les mots de la francophonie. Alors, disons que c'était le résultat d'une discussion avec les chercheurs français qui me disaient que, mais non, ça n'existe pas, tout le monde est pareil, tout le monde va répondre de la même manière, la langue culture n'existe pas, la vision du monde des Français, ça n'existe pas. Et donc, je me suis dit, bon, bah, on va vérifier, on va faire une petite expérience et comparer les réponses que donnent des Français, des Belges, des Suisses et des Canadiens. Vous avez ici une diapo qui mélange un petit peu le français et le cyrillique, mais c'est pas bien grave. Donc, j'avais pris une liste de stimuli de 100 mots, tous les 100 mots pareils pour tout le monde, et j'avais envoyé mon questionnaire à des personnes en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Et je voulais comparer les résultats obtenus dans les 4 zones en me disant que si c'était la langue qui imposait les associations, elles allaient être plus ou moins toutes pareilles dans les 4 zones. Si c'était l'environnement qui influençait, elles devraient être différentes. Alors, malheureusement, bon, ça n'a pas été vraiment étudié depuis, mais bon, les résultats que je peux donner, en tout cas, c'est que les associations que donnent les Français et les Belges, bah, c'est quasiment la même chose. Il y a une petite différence avec la Suisse et les associations données par les francophones du Canada sont quand même très nettement différentes, enfin, pas vraiment d'une façon radicale, mais enfin, il y a beaucoup plus de différences au Canada qu'en France ou en Belgique. Et puis, en 2018-2020, on a fait une deuxième version du dictionnaire des associations du français, notamment d'une part parce que 10 ans s'étaient passés, d'autre part parce que nous avions quand même trouvé qu'il y avait des choses à améliorer dans le premier dictionnaire, donc on voulait faire une version plus scientifiquement valable. Et donc, on a refait une expérience d'association avec, là aussi, 1000 mots.
La liste est un petit peu différente de celle du premier dictionnaire parce que notamment nous avions la possibilité de nous baser sur un dictionnaire de fréquences qui était sorti entre-temps et puis parce qu'il y a un certain nombre de problèmes qui avaient apparu dans le premier dictionnaire que nous avons décidé de résoudre et notamment, bien sûr, cette liste de mots pour l'Afrique a disparu puisqu'elle n'était plus d'actualité. Et puis, on s'était dit que maintenant, c'est difficile d'imposer 100 mots par personne. Les gens répondent pas tous. Ils laissent tomber le questionnaire à mi-chemin. C'est pas bien. Donc, on avait au départ, on était très, très optimiste et on se disait, bon, on va demander non seulement à 5 000 personnes, mais à 20 000 personnes, 25 mots par personne. Puis, ça s'est avéré quand même un peu compliqué, et notamment à cause du Covid qui nous a bien mis du plomb dans l'aile. Et donc, finalement, on a envoyé des listes de 50 stimuli par personne et on a réuni cette matière du dictionnaire en un an et demi. Finalement, grâce au Covid plutôt que malgré le Covid, parce que du coup, les gens avaient l'habitude de travailler sur ordinateur, les profs avaient l'habitude de contacter leurs étudiants, donc on a réussi à ramasser la matière. Alors maintenant, on va passer aux choses intéressantes, on va analyser ce qu'on a trouvé et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors d'abord, bien sûr, on a été obligé un petit peu de faire le tri parce que il y avait quand même, puisque c'était les gens qui tapaient sur Internet, il y avait des formes bizarres qui nous arrivaient. Alors, il y a un article très intéressant et en fait, c'est très, très amusant de regarder quelles sont les erreurs que les gens font, qu'est-ce qu'on peut corriger. On ne peut pas mettre un correcteur automatique d'erreurs dans ce système parce que il n'y a pas assez de contexte pour pouvoir décider quelle est la bonne forme, donc on ne peut pas faire comme ça. Mais on doit donc travailler à la main et corriger à la main toutes les erreurs. Mais comme vous voyez, il y a eu beaucoup de choses bizarres, c'est le cas de le dire. Par exemple, la réponse bizarre, je crois que c'est la plus grande variété, c'était justement pour cet adjectif-là. On a eu vraiment beaucoup de mots curieux. Des trucs complètement incompréhensibles, des choses dont j'ai pas compris qu'est-ce que ça pouvait être, j'ai pas réussi à deviner. Des néologismes, on les a gardés, des mots en langue étrangère, aussi bien en russe qu'en des tas d'autres langues étrangères, puis des smileys, des signes de ponctuation, etc. Ça, on a tout gardé. Pourquoi est-ce que c'est en russe cette diapo? C'est une erreur de ma part. C'est juste pour vous dire qu'on a reçu en tout 543 569 réponses pour le premier dictionnaire et 506 317 pour le deuxième dictionnaire. Et puis après, on les a traités. Et on a finalement, l'année dernière, j'ai réalisé ce que je pourrais appeler mon grand projet et ce sur quoi je vous invite à aller vous rendre si vous avez envie de travailler avec ce dictionnaire, c'est un grand dictionnaire à noter dans lequel on a réuni la première expérience, la deuxième expérience et surtout, on a ajouté des annotations pour les personnes pour toutes les réactions qui semblent peut-être un peu inattendues, un peu bizarres ou culturellement motivées. Par exemple, ici, vous avez donc une copie d'écran. Dans l'article des associations qui viennent au mot « ami », vous avez notamment, par exemple, « belle », et pour un apprenant français qui a oublié ses classiques ou étranger qui ne saurait pas, c'est important de dire que « belle » vient à cause de l'existence du titre « Bel ami », roman de Maupassant. Cette petite annotation est très courte, elle est juste là pour dire aux gens que voilà,
méfiez-vous, là, il y a quelque chose d'intéressant. Il faut creuser un peu. Vous pouvez ensuite aller chercher sur Internet ou dans une bibliothèque pourquoi cette association et qu'est-ce que c'est. Et ça, c'est l'adresse à laquelle vous pourrez trouver tous les dictionnaires. Donc, ici, vous l'avez en français. Ici, la page est en russe. Et vous avez ici tous les dictionnaires qui sont, qui sont présentés. Alors, qu'est-ce que c'est un article d'un dictionnaire d'association? Je vous ai dit, il y a des dictionnaires directs et dictionnaires inverses. On a le stimulus, donc le mot par exemple jouer, et puis vous avez dans l'ordre décroissant de fréquence toutes les associations qui ont été données, donc ça c'est dans le premier dictionnaire, avec le nombre de fois où ces associations ont été données, et s'il y a plusieurs fois, par exemple, amusement, gagné, jouet ont été donnés 7 fois, ils sont donnés dans l'ordre alphabétique. Bien entendu, vous avez un grand nombre d'associations qui n'ont été données qu'une seule fois. C'est classique des dictionnaires d'association. Donc, ça, ce sont les fréquences d'association. Elles sont en italique si elles coïncident avec un autre stimulus. Donc, c'est une réaction donnée existe aussi dans le dictionnaire en tant qu'entrée du dictionnaire. Vous avez à la fin de l'article le nombre total de réactions, le nombre de réactions différentes, le nombre de refus de réponse et le nombre de réactions uniques, donc celles qui sont à partir de là, donc attrapées à youpi. C'est un certain nombre de données qui peuvent être intéressantes. Et puis, vous avez le dictionnaire inverse. Alors là, vous avez une photocopie du dictionnaire papier. Le premier dictionnaire a été imprimé sous forme papier, mais sur le site, c'est la même chose. Donc, dans le dictionnaire inverse, vous avez la réaction, les stimuli auxquels cette réaction a été donnée et le nombre de fois où cette réaction a été donnée à ce stimuli-là. Et puis, ici, vous avez l'indication que cette réaction elle-même peut être un stimulus dans le dictionnaire direct, le nombre de fixations de cette réaction et le nombre de stimuli ayant provoqué cette réaction. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en enseignement du français? On peut bien entendu d'abord voir quel est le vocabulaire minimum. Bon, vous savez que beaucoup d'ouvrages proposent un vocabulaire minimum pour le niveau A1, pour le niveau A2, etc. Mais moi, je considère que le dictionnaire inverse permet de montrer, de vérifier ce vocabulaire minimum parce que il va nous montrer les mots qui sont reliés au plus grand nombre d'autres noms et donc qui sont connectés au plus grand nombre de stimuli. Regardez, si on compare les mots pour le premier dictionnaire que j'en avais fait, pour le dictionnaire numéro 1, regarde, ici nous avons d'un côté le nombre de stimuli qui ont évoqué ces réactions, donc ici vie, amour, mort, bien, joie, bonheur, travail, temps, et ensuite ça va descendre. Là, ce sont les stimuli les plus fréquents, le nombre le plus grand de stimuli, tandis que la réaction la plus fréquente, c'est pas exactement la même liste, c'est une liste intéressante aussi, mais ce n'est pas exactement la même liste. Argent, eau, amour, dans les deux cas est très important. Donner, soleil, vie, maison, donc on voit que ce n'est pas exactement la même ligne. Dans les deux cas, ce sont quand même des mots qu'il serait vraiment important d'apprendre en premier lieu. Donc, on peut comparer. Argent, dans la première liste, se trouve ici, alors qu'il est en première position dans la deuxième ligne. Vie, là, est quand même un mot assez important dans les deuxièmes
dans les deux listes de fréquences. Fréquence donc de stimuli ou fréquence absolue. Pareil, il y a le mot homme est très lié c'est un mot qui est relié à un grand nombre de stimuli, mais qui n'est pas très fréquent comme réaction en nombre absolu. Au contraire pour O. Et puis, donc, on peut faire une liste, c'est très facile de la sortir sur le dictionnaire inverse. Ici, on a les rangs de fréquences, donc ça, c'est le plus fréquent, comme on l'a vu, vie, amour, homme. Et cette liste de 75 mots est celle des mots qui sont le plus intriqués les uns avec les autres, donc les mots qui permettent, enfin, avec les autres mots du vocabulaire, qui permet vraiment qui sont les plus utiles, à mon avis, les plus importants dans le vocabulaire. Donc, c'est une façon de vérifier ces listes de vocabulaire que l'on donne aux débutants, je trouve. Une deuxième façon d'utiliser les dictionnaires d'associations évoqués par les mots en FLE, c'est le travail sur une notion. Alors ça, c'est vraiment très intéressant, c'est très amusant et c'est très facile de le faire avec le dictionnaire direct. Donc, par exemple, ici, je vous donne l'exemple du mot « fête ». Donc, on a ici, j'ai mis en couleur deux groupes de réactions qui ont été donnés au mot « fête », c'est dans le premier dictionnaire. Donc, on a la réaction la plus fréquente a été le mot « joie », ensuite « soirée »,« alcool »,« anniversaire », etc. Donc, en rouge, j'ai noté les occasions de faire la fête. En bleu, j'ai noté les synonymes de fête. Enfin, c'est une façon un peu, comment dire, à la louche, disons, de faire les choses, mais quand même, ça nous permet de donner un certain nombre une sorte de structure de ce vocabulaire. Alors là, j'ai mis dans une autre couleur, le rose est peut-être pas extrêmement heureux, le mot d'enterrement, parce que c'est a priori pas une fête, ça serait plutôt le contraire, mais c'est quand même une occasion de se réunir. Et cette façon de travailler montre qu'on peut aussi tirer des informations de ces réactions uniques qui, une fois qu'on les réunit les unes avec les autres, permettent de faire des choses, des groupements plus importants. Donc, vous voyez par exemple mère, des mères et mère au pluriel, c'est en fait la même réaction, mais qui a été présentée d'une façon un tout petit peu différente par les différentes personnes qui ont réagi. Ce ne sont pas les seules façons d'analyser le mot « fête », donc les réactions données au stimulus « fête ». Là, ici, j'ai noté en vert tout ce qu'on peut faire pendant une fête. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de mots qui sont liés à cette idée d'activité liée à la fête. Et donc, ça, c'est une façon de présenter la notion de fête, et puis on peut la comparer avec ce qui existe dans la langue maternelle des apprenants, par exemple, si il y a des dictionnaires d'association évoqués par les mots dans la langue de ces apprenants. Ici, on a encore, donc on peut simplement travailler sur les associations les plus fréquentes, donc ce qui nous donne le noyau de ce qu'on pourrait voir, les choses, vraiment ce qui, a priori, pour les francophones, est caractéristique de la fête, les choses les plus importantes. Donc ça, c'est les 10 mots les plus importants. Alors, moi, ce que je préfère dans toutes ces histoires de travail avec les associations et les dictionnaires d'associations, c'est le travail avec la charge culturelle partagée. La charge culturelle partagée, c'est un mot notamment de Roger Galisson qui donne à comprendre
tout ce qui sont toutes les choses qui sont implicitement comprises dans les mots et que un locuteur de la langue a avec lui dans le mot, mais qui n'est pas forcément explicite. Mais qui est partagé par beaucoup de gens. Alors, j'explique souvent à mes apprenants que c'est tout à fait caractéristique de le voir, par exemple, sur le mot « président ». Et ça, vraiment, ce sont des choses qu'il faut expliquer aux apprenants, et surtout aux apprenants de français langue étrangère, parce que pourquoi est-ce que pour des francophones, pourquoi est-ce que le mot « président » peut être associé à Zébulon ou Casse-toi pauvre con. Alors, Casse-toi pauvre con, c'est peut-être un petit peu plus simple parce que c'est une situation, c'est une citation qui fait, qui évoque une chose qui s'est arrivée à Nicolas Sarkozy quand il était président. Donc, le premier dictionnaire a été formé alors que Nicolas Sarkozy était président, et il a dit cette phrase, le micro n'était pas éteint, et on a entendu cette phrase, et on en a beaucoup parlé pendant un certain temps, donc c'est une chose qui est liée à Sarkozy, c'est disons, quelque chose que les Français, les francophones savent. Mais par exemple, pour des russophones, c'est très bizarre de voir président lié à Zébulon. En russe, le président, donc Zébulon, c'est un diable. C'est un petit diable, c'est un personnage biblique, et c'est un nom qui en russe se traduit par Zavulon, et Zavulon, c'est un personnage très négatif et très terrible dans une série de science-fiction russe. Et si on voit simplement, sans mes petites illustrations, président Zébulon, on se dit, oh là là, l'image du président, par exemple, de Nicolas Sarkozy à l'époque était vraiment très négative, c'était un mage noir, etc. Et en fait, pas du tout, puisque le Zébulon français, c'est cette espèce de petit diablotin qui en fait ressemble plutôt à un cosaque du Zaporoge qu'autre chose, surtout avec les grandes moustaches et cette espèce de chemise. Et on a appelé Nicolas Sarkozy Zébulon parce qu'il était très excité, comme vous voyez, ce petit diable est tout rouge, très énervé, et il était toujours en train de tourner un peu partout et avait l'air d'être la cinquième roue du carrosse, et vraiment très excité. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Zébulon, et c'était un surnom très courant de Nicolas Sarkozy à l'époque. Et dans le dictionnaire des associations évoquées par les mots, on trouve beaucoup de ce genre de choses, et c'est important de les analyser et de les expliquer aux apprenants de français. Alors, on trouve notamment beaucoup de noms propres qui ont été donnés en association, des noms propres, des gentilés, des sigles, des corps célestes, etc., des choses comme dans les syntagmes, et il a fallu classifier ces noms propres, expliquer pourquoi est-ce qu'il y a tant de noms propres dans les dictionnaires d'association, et puis essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces noms propres apparaissent. Alors, il y en a, on ne sait pas, et je ne saurais jamais pourquoi est-ce que à l'adjectif gros est apparu le prénom Virginie. Est-ce que c'est un nom de famille? Est-ce que c'est une certaine Virginie qui était grosse? Là, on ne peut pas expliquer, il y a des choses qui sont inexplicables, mais par contre, il y a beaucoup de noms propres qui apparaissent à la suite à des associations ludiques, des jeux de mots. Il y a énormément de jeux de mots dans ces dictionnaires d'association, et c'est très intéressant de travailler là-dessus. Par exemple, vous avez le stimulus grâce,
qui donne, donc la grâce d'élégance, oui, qui donne Kelly parce qu'il y a l'actrice Grace Kelly qui est évoquée, donc, et vous voyez que la personne qui a voulu qui a fait cette association l'a fait exprès puisqu'elle a rajouté un point d'exclamation en disant, voilà, je mets Kelly parce que je veux que ça soit un prénom et pas le nom Grace. Pour la même chose pour Jolie, adjectif joli, quelqu'un a donné Angelina comme association parce que Angelina Jolie, mais ça c'est nous qui mettons entre parenthèses, nous savons que c'est pour ça qu'elle a voulu faire ça. Le mot mari, qui est donc en principe l'époux, a donné comme association Antoinette, à cause de Marie-Antoinette. Et puis, encore plus ludique, le mot Jean, Jean donc les hommes, les femmes, les personnes, a donné comme association Gabin à cause de Jean Gabin. Donc, on voit qu'il y a des noms propres, mais ce sont des noms propres qui apparaissent à cause de calembours ou de jeux. Dans la géographie, c'est un peu la même chose. On peut expliquer pourquoi est-ce que dans ce dictionnaire, on trouve des choses comme ça, des choses comme la maison au Canada à cause d'une chanson, pardon, pagne Espagne à cause d'une allitération, bleu donne Auvergne à cause du fromage, revoir donne Normandie à cause de la chanson, et là encore nous avons la Somme, le substantif Somme qui donne des associations, des noms de départements, les Deux-Sèvres, l'Oise, la Picardie, à cause des départements français. On a 138 villes qui apparaissent dans le dictionnaire. Les chiffres ici sont donnés pour le premier dictionnaire, et il y en a d'autres dans le deuxième. Tours qui donne Pise, Mur, Berlin, Vins, Chinon, etc. Vous le voyez vous-même, il y a beaucoup de noms propres de villes qui sont donnés ici. Et ce qui est important donc ici, c'est donc pour les apprenants, c'est d'expliciter que ces associations et de montrer à quel point ces associations arrivent automatiquement. Ce sont des choses auxquelles les Français, les francophones pensent et pour qui sont à la surface de la conscience linguistique des Français. Vous avez également des choses assez amusantes comme le mot route qui donne Memphis à cause de l'expression, donc c'est la chanson La route de Memphis, les sorcières de Salem, le pont sur la rivière Kwai, tout cela ce sont des choses qui font partie de la culture française, de la culture des francophones et qui sont que l'on retrouve ici. Par exemple, vous avez énormément de réactions, enfin énormément, il y en a une bonne quinzaine de réactions au mot témoin qui nous donne Jéhovah, mais alors là, donné avec des orthographes très, très, très variées, et même Judas qui était probablement une erreur vis-à-vis de Jéhovah. Donc voilà ici toutes ces associations qui sont représentées. Vous voyez que on peut les retrouver et on peut faire ce travail encyclopédique qui permet de les retrouver. Les prénoms qui donnent également, qui sont liés à quelque chose. Les uns sont donnés à cause d'assonance. Tranquille qui donne Bill ou Émile, épaule qui donne Popol, réponse qui donne Alphonse. Et puis vous avez des associations également qui sont basées sur ce que en russe on appelle le phénomène de précédence, c'est-à-dire un texte qui existe déjà et sur lequel on se base. Ce sont c'est de l'intertexte si on parle si on se place dans la situation française. Une association qu'on doit expliciter d'une façon un petit peu plus profonde, pourquoi est-ce que l'adjectif juste donne la réponse le blanc? Eh bien, ce n'est pas simplement parce que quelqu'un a imaginé quelque chose, c'est parce que c'est une citation du dialogue
tiré du dîner de con, dans lequel cette personne s'appelle juste Leblanc, et il y a toute une explication très compliquée et avec plein de calembours sur le nom de ce personnage. Et d'autres associations que l'on peut trouver également dans ce livre. Alors, je reviens à l'utilité, donc au dictionnaire tel qu'il est actuellement. Donc, dans le grand dictionnaire annoté que nous avons fait cette année, on peut passer sur toutes les associations qui ne sont pas compréhensibles par des liens linguistiques. Donc ici, vous voyez par exemple pour amis, c'est tout à fait logique et on n'a pas besoin d'expliciter pourquoi est-ce que dans l'article de amis, on a copain, ennemi, amitié, amour, confiance, etc., etc. Tout ça, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, on va avoir un lien qui va nous expliquer pourquoi Friends avec une majuscule, parce que c'est une série télévisée. Vous avez une explication, on va avoir aussi une explication, qu'est-ce que c'est que BFF, vous avez une explication donc pour Bel Ami, et toutes ces choses dont j'ai parlé plus haut, qui étaient ici, toutes ces associations vont être explicitées dans le grand dictionnaire annoté, elles le sont, vous pouvez les trouver. Alors, je suppose bien sûr que j'en ai laissé passer un certain nombre. Je suis actuellement en train de travailler avec le programmeur qui a mis au point ce système d'annotation. Mais l'idée, c'est que je pense qu'il devrait pouvoir y avoir une sorte d'échange, un lieu sur le site où l'on pourrait poser des questions quand on ne peut pas comprendre pourquoi telle ou telle réaction a été donnée dans ce dictionnaire, essayer de trouver une explication. Alors, par exemple, vous voyez ici sur cet article consacré à Ami, je ne peux pas dire pourquoi est-ce que le prénom Clément se trouve ici représenté. Il est probable que c'est une association individuelle d'une personne interviewée qui a un ami qui s'appelle Clément et qui a mis le nom de cet ami dans le dictionnaire. Là, ça ne peut pas être explicité. Bel Ami, oui, on peut expliciter. Clément, on ne peut pas. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller farfouiller sur le site du dictionnaire. Donc ici, vous l'avez en russe, mais vous voyez, ça c'est quand vous faites dictionnaire.ru, vous tombez sur la page en russe, mais vous cliquez tout de suite sur l'onglet français, vous avez l'onglet en français. Vous avez ici mon adresse mail. Si vous avez des questions sur l'utilisation du dictionnaire des associations verbales ou associations évoquées par les mots, et j'ai encore 5 petites minutes pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions à me poser.